Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, tout ce que nous avons dit la fois dernière, à propos de la psychologie des relations entre autorité et subordonnés, est-ce que cela réduit les subordonnés à ce qu'ils obéissent sans juger et à les considérer comme de simples instruments d'exécution aux mains de l'autorité, de simples rouages d'un mécanisme collectif? Si on pensait cela, il est évident que cela conduirait à l'erreur collectiviste et plus précisément au totalitarisme. Donc, il faut répondre que non. Si l'on tient compte d'un certain nombre de points importants concernant le sain exercice de l'autorité. Alors, comme on l'a vu, l'autorité ne doit commander que conformément à la loi morale, c'est-à-dire pour le bien commun, pour le vrai bien humain de tous, et dans le domaine dont elle est chargée, c'est-à-dire pour la réalisation de l'œuvre commune dont elle a la responsabilité, donc sans prétendre, en dehors de ce domaine, sans prétendre régir toute la vie et toutes les activités de ses subordonnés. Par exemple, l'autorité militaire, elle ne doit commander que pour les opérations militaires et non pas sur l'obligation vaccinale. L'autorité politique ne doit commander que pour les exigences du bien public. Le chef d'entreprise, il ne doit commander que pour le travail professionnel, le professeur pour le travail scolaire, etc. Donc l'autorité qui voudrait mettre ses subordonnés au service des intérêts individuels de son détenteur cesserait d'être autorité pour devenir tyrannie. On a expliqué comment l'exercice de l'autorité suppose fondamentalement l'intelligence du but commun à réaliser et surtout la volonté et le zèle de ce but commun. Le premier devoir de l'autorité, c'est le dévouement et même le don total d'elle-même au bien commun, au service du bien commun. C'est pour cela que l'autorité doit être conçue comme un service. Elle est le service du bien commun. Elle est le service et elle est au service du bien commun. Le Nouveau Testament l'affirme à plusieurs reprises. Il en résulte que les fonctions d'autorité sont les plus lourdes de toutes, parce qu'elles exigent une constante disponibilité au service du bien commun. Il serait donc absurde de les ambitionner, ces fonctions d'autorité, de les ambitionner comme source d'avantages personnels. Elles ne peuvent légitimement être ambitionnées que si l'on a la volonté de se donner au bien commun. Ce serait donc une grave erreur
de considérer le détenteur de l'autorité comme celui qui est servi. Bien au contraire, il doit être celui qui sert le plus. Alors, s'il en est vraiment ainsi, eh bien, cela peut légitimer qu'il soit servi, pour être libéré de ses nécessités personnelles, par exemple, si c'est utile pour le rendre plus disponible au service du bien commun. Un deuxième point, toutes les fois qu'un secret indispensable n'est pas en jeu, l'autorité doit savoir expliquer et s'efforcer de faire comprendre à ses subordonnés les motifs de ses décisions. Et non pas simplement dire « c'est moi qui commande, tu la fermes ». Non, il doit s'efforcer de faire comprendre à ses subordonnés les motifs de ses décisions, non seulement pour faciliter l'obéissance, mais parce qu'on accomplira beaucoup mieux et avec beaucoup plus d'intelligence une tâche dont on connaît et dont on a compris les motifs. Mais même dans les cas où les motifs de la décision de l'autorité doivent être tenus secrets, le subordonné ne doit pas simplement être un simple instrument d'exécution, parce que même sans en connaître les motifs, ce qui peut être tout à fait légitime, il doit avoir l'intelligence de la tâche elle-même qu'il a la charge de remplir. Donc il doit pouvoir, le subordonné, il doit pouvoir exercer son jugement, appliquer sa volonté, son soin, son zèle pour bien remplir cette tâche. Et par là, il est traité en être humain, doué d'intelligence et de volonté, et non pas comme un mouton. Autre point, on a vu que l'acte propre de l'autorité, c'est de décider. C'est donc quand l'autorité a décidé qu'il faut obéir, et obéir sans juger. Étant entendu ici que le commandement qui est donné est au service du bien commun et conforme à la loi morale, évidemment. Ici c'est sous-entendu, mais vous l'avez compris. Donc toute décision, elle se prépare en un temps de délibération, de conseil, et alors il est indispensable que tous aient, comme on dit, voix au chapitre. C'est-à-dire qu'ils puissent faire connaître leurs informations, leurs renseignements, leurs avis, leurs suggestions, leurs désirs, leurs revendications, parce que ce n'est qu'informé de tout cela que l'autorité connaîtra vraiment les données du bien commun et pourra prendre des décisions. Donc c'est celui qui s'enfermerait dans ses conceptions personnelles, en ce qui concernerait des opinions, sans écouter, sans consulter personne, c'est une forme nocive de cette déviation de l'autorité qu'on appellera dans ce cas-là autoritarisme. Les subordonnés doivent donc pouvoir exprimer librement, non pas à la manière démocratique, où chacun doit se prononcer, non, mais les subordonnés doivent pouvoir exprimer librement tout ce qu'ils pensent, tant que la décision de l'autorité n'est pas prise. Et ce n'est qu'une fois la décision prise qu'il faut obéir, et obéir sans juger. Encore une fois, si tout est conforme au bien commun, à la loi morale. Comme je le dis, sauf si, évidemment, la décision était contraire à la foi ou à la morale. Dans le cas où le subordonné reçoit un ordre sans avoir été consulté, il faut que, s'il a contre cet ordre une objection grave qui pourrait n'avoir pas été connue de l'autorité, il faudrait qu'il puisse atteindre le détenteur de l'autorité
et qu'il en ait le courage, pour lui faire connaître cette objection et lui demander, au cas échéant, de modifier en conséquence sa décision, tout en affirmant son intention ferme ensuite d'obéir si cette décision est maintenue, cette fois en pleine connaissance de cause. C'est de toute façon une erreur grave de l'autorité de n'avoir pas ce contact personnel, un contact oral, direct, avec ses subordonnés. Par exemple, de ne communiquer avec eux que par Internet, que par voie d'écrit. Le rôle éducateur, qui est fondamental et qui est indispensable dans l'action de l'autorité, parce qu'il y a quand même un rôle éducateur dans l'action de l'autorité, ce rôle éducateur, il ne peut s'exercer sans ce contact personnel, direct, avec chaque subordonné, pour le convaincre, le mouvoir, l'entraîner, le former à bien remplir la tâche dont il est chargé. Et c'est le drame aujourd'hui, c'est que en détruisant la société, on détruit cette autorité. Et puis aussi, ça permet de contrôler comment il la remplit. Alors, ce qu'on a dit sur l'acte propre de l'autorité, qui est de décider, entraîne encore une conséquence psychologique importante, c'est la qualité essentielle et indispensable pour bien exercer l'autorité. Et cette qualité, c'est la force de volonté et de caractère, qui rend capable de ne pas craindre d'engager sa responsabilité, en prenant au moment opportun la décision qui convient. Et si cette autorité n'est pas capable de cela, ce n'est pas une autorité. Cette force de volonté et de caractère, elle est plus indispensable encore que l'intelligence et la volonté, et la compétence, pardon. Parce que si on choisit le plus intelligent et le plus compétent, mais qu'il manque de volonté et de caractère, eh bien, il va hésiter devant la décision à prendre, par peur d'y engager sa responsabilité, et il sera donc incapable de bien exercer l'autorité. Tandis qu'un homme moins intelligent, pas un imbécile, mais moins intelligent, moins compétent, mais doué de force de volonté et de caractère, pourra toujours, dans la délibération, avant la décision, consulter les plus intelligents, les plus compétents, et tenir compte de leurs conseils. Mais il sera capable de prendre à temps, au moment voulu, les décisions nécessaires, en y engageant sa responsabilité, et il saura se faire obéir, et c'est là ce qui appartient en propre à l'autorité. Voilà pourquoi on voit si souvent aujourd'hui, et je ne donne pas de nom, mais vous les avez tous sous les yeux ou dans la tête, voilà pourquoi on voit si souvent aujourd'hui des hommes investis de fonctions d'autorité pour des raisons de compétences techniques et incapables d'exercer l'autorité parce qu'il leur manque les indispensables qualités de force de volonté et de caractère. Alors ce ne sont pas les examens et les concours, c'est encore moins l'avancement à l'ancienneté qui sélectionne ceux qui ont la force de volonté et de caractère. Et même trop souvent, ceux-ci sont laissés de côté parce qu'on les redoute. Parmi les qualités de force et de volonté qui sont exigées pour l'exercice de l'autorité, il y a en particulier une maîtrise de soi qui rend capable de ne pas s'affoler et de garder une certaine lucidité et un sang-froid dans toutes les situations, même les plus imprévues et les plus dramatiques. Voilà les quelques conseils sur la question liée plutôt à la psychologie de l'autorité. Alors, quelles sont maintenant les principales erreurs
sur l'autorité. On va rencontrer ici des erreurs individualistes et des erreurs collectivistes. L'individualisme n'admettant que les biens individuels, il ne peut voir le rôle propre et constitutif de l'autorité qui est de tout diriger vers le bien commun. Il ne pourra donc définir une autorité que par un rôle de protection. Protection des individus, protection de leur vie, de leurs droits, de leur liberté, c'est-à-dire par un rôle de police. Et c'est ce qu'on a appelé la théorie de l'autorité gendarme, qui considère l'autorité comme un gendarme au service des individus pour leur protection, soi-disant protection. Ici, c'est confondre totalement l'autorité avec une fonction qui lui appartient, certes, mais d'une manière secondaire et dérivée. Parce qu'il est exact que l'autorité doit assurer la protection des individus qui collaborent à l'œuvre commune. Mais on voit que cette fonction, elle se situe au service des conditions du bon accomplissement de l'œuvre commune. Et elle ne suffirait pas pour qu'il y ait œuvre commune. Parce que, comme on l'a vu, les individus, même bien protégés, ne feront pas d'eux-mêmes une œuvre commune s'il n'y a pas une autorité pour en décider. Et c'est pourquoi ce qui constitue l'autorité, encore une fois, c'est de décider l'œuvre commune à accomplir et non de protéger les individus. Cette protection, d'ailleurs, elle n'est réalisable que s'il y a une œuvre commune, décidée par une véritable autorité qui va fournir les moyens d'organiser efficacement une telle protection. Vous voyez que l'individualisme, il va conduire finalement au collectivisme. En effet, la théorie de l'autorité gendarme semble réduire beaucoup l'autorité en la limitant à une fonction de police, mais en réalité, elle conduit les individus à considérer l'autorité comme au service de leurs biens individuels. Et comme on a vu que les individus livrés à eux-mêmes sont incapables de réaliser tout ce qu'il leur faut pour leur bien, ils seront amenés petit à petit à demander à l'autorité, et par là, l'autorité sera amenée à se charger elle-même de tout, c'est-à-dire totalitarisme, qui est la plus grande erreur et la plus grave erreur collectiviste sur l'autorité. Vous voyez, ça c'est l'histoire de la vie sociale depuis plus de 2 siècles. Et encore plus dans une démocratie à la française. Alors, très voisine de la théorie de l'autorité gendarme, c'est la conception pénale de l'autorité. On le voit aujourd'hui, hein. Il y a une contravention à tout. La conception pénale de l'autorité qui la définit par la fonction d'empêcher les crimes et pour cela de punir les criminels. Vous allez me dire, mais oui, c'est le rôle de l'autorité. Attention, c'est encore confondre l'autorité avec une fonction qui lui appartient de manière secondaire et dérivée aussi. Ce n'est pas sa fonction principale. Il est exact que l'autorité doit empêcher les crimes. Oui, parce que l'œuvre commune, elle ne se fera pas si elle est perturbée incessamment par des crimes. Mais on voit que cette fonction, elle se situe au service des conditions de bon accomplissement de l'œuvre commune. Elle ne suffirait pas pour qu'il y ait œuvre commune, parce que c'est l'autorité qui décide l'œuvre commune et qui la poursuit avec les individus.
Elle ne suffirait pas pour qu'il y ait œuvre commune s'il n'y avait pas une autorité pour en décider. Ici encore, cette fonction dérivée n'est réalisable que s'il y a une véritable œuvre commune, décidée par une véritable autorité, qui fournira les moyens d'empêcher efficacement les crimes. Donc, à la conception pénale de l'autorité se rattache un préjugé très répandu qui prétend qu'une autorité est nécessaire parce que les hommes sont mauvais, mais qu'il n'y en aurait pas besoin si tous les hommes étaient bons. Alors, c'est vrai que l'exercice de l'autorité serait grandement facilité si les hommes étaient tous bons, parce qu'elle n'aurait jamais à ramener à leur devoir des individus qui s'y dérobent. Il reste que dans le champ du bien qui est illimité, ces individus, tous bons, feraient des choses, malgré tout, divergentes, différentes, même s'ils sont tous bons, diverses, et qui ne constitueraient pas de toute façon un ensemble solidaire et un ensemble convergent d'activités complémentaires les unes des autres, et donc qui n'accompliraient pas d'œuvre commune, même étant tous très bons, s'il n'y avait pas d'autorité pour en décider. Donc c'est, comme on l'a montré, c'est la nature humaine. La nature humaine elle-même qui, même sans péché, exige l'existence de l'autorité pour réaliser la vie sociale nécessaire à son complet développement, même sans péché. Et c'est pourquoi l'expérience a prouvé que même une communauté de saints a besoin d'être conduite par une autorité. Dans un monastère, il y a un père abbé. Et les moines ne sont pas tous saints, enfin, ils font tous profession de sainteté. Eh bien, il y a quand même une autorité. S'il n'y en avait pas, je peux vous dire que le monastère, ce serait une belle maison d'anarchie. Parce que, même étant tous bons, ils n'ont pas tous les mêmes convergences, les mêmes intérêts, etc. Donc la conception pénale de l'autorité amène finalement à la confusion de l'autorité avec la contrainte, qu'on a déjà d'ailleurs critiquée comme étant une erreur collectiviste et qui, elle aussi, confond l'autorité avec, encore une fois, une fonction secondaire et dérivée, puisqu'on a montré comment, dans certains cas, l'autorité peut et doit utiliser la contrainte. Le collectivisme conduit donc à la plus grave des erreurs sur l'autorité, qui est le totalitarisme, dont l'importance et le danger dans le monde contemporain sont très réels. Le totalitarisme veut dire que l'autorité fait tout. C'est-à-dire que l'autorité a elle-même en charge toutes les tâches, toutes les fonctions dans l'œuvre commune. Les individus ne sont plus alors que de purs instruments d'exécution aux mains de l'autorité. Donc la société est conçue comme un vaste mécanisme collectif dont les individus sont les rouages et dont l'autorité est, selon le vocabulaire contemporain, le levier de commande, ce qui est une pure conception collectiviste. Alors, il y a deux raisons pour rejeter cette très grave erreur. L'autorité, comme tout ce qui est humain, ne dispose que de moyens limités. Elle doit donc, pour être efficace, les concentrer tous sur sa tâche propre, qui est la direction de l'ensemble pour le bien commun. La direction de l'ensemble peut être une cité, un pays, une nation, pour le bien commun. Ça, c'est sa tâche propre. Si, au contraire, elle veut faire tout elle-même, elle va disperser
elle va éparpiller, elle va gaspiller les moyens dont elle dispose. Et elle deviendra alors partout inefficace et inopérante. On l'a vu avec tous les totalitarismes. L'expérience montre que quand on veut tout faire, on fait tout mal ou insuffisamment. Et c'est ce que formule d'une manière imagée le proverbe populaire « On ne court pas deux lièvres à la fois ». Alors on peut comprendre cela par l'image de la pression exercée par une force qui est d'autant plus grande qu'elle s'exerce sur une plus petite surface et d'autant plus faible qu'elle s'exerce sur une plus grande surface. Le marteau, par exemple, il n'entre pas dans le mur parce que la force est répartie sur toute la surface. Mais le clou, il rentre dans le mur parce que toute la force est concentrée sur la surface très petite de sa pointe. Alors, nos contemporains croient volontiers que l'autorité est d'autant plus forte qu'elle se charge de davantage de fonctions. Eh bien, au contraire. Par là, elle va s'affaiblir en dispersant ses moyens d'action. Donc l'autorité est d'autant plus forte qu'elle est plus limitée à sa tâche propre de direction de l'ensemble, en concentrant sur elle tous ses moyens, et donc ne se charge d'aucune tâche supplémentaire. Alors, le totalitarisme, et ça c'est la deuxième raison importante pour rejeter cette très grave erreur, le totalitarisme, en traitant tous les individus en purs instruments d'exécution, il fait ainsi perdre le sens de ce que c'est que commander les hommes comme des hommes, c'est-à-dire comme des êtres doués d'intelligence et de volonté. D'intelligence pour juger, de volonté pour décider. Au contraire, la véritable autorité, elle doit choisir pour chaque tâche à remplir quelqu'un qui en est capable. Et d'ailleurs, savoir bien faire ce choix, c'est un des talents de l'autorité. Mais quand elle a confié à une personne capable une tâche à remplir, un objectif à atteindre, et c'est là l'ordre auquel il faut obéir sans juger, elle doit lui laisser l'initiative des moyens à prendre pour bien remplir cette tâche et atteindre cet objectif. Donc lui laisser la possibilité d'en juger par son intelligence et d'en décider par sa volonté, sans lui dicter à chaque instant tous les détails de l'exécution de sa tâche. Voilà ce que c'est commander des hommes. Ce n'est pas tout faire, soi-même tout seul, c'est choisir des hommes capables d'utiliser les moyens pour l'œuvre commune qu'a décidé l'autorité. Voilà ce que c'est commander les hommes comme des hommes, et non pas comme des animaux. Et le résultat, quel sera-t-il? Eh bien, il sera que chacun, responsable dans une société, responsable de la tâche qui lui est confiée, ou même dans une société, une entreprise par exemple, chacun responsable de la tâche qui lui est confiée, il va la prendre à cœur. Il en aura le zèle. Et c'est ce qu'on avait déjà montré pour indiquer que les subordonnés, ne devant pas être traités en purs instruments d'exécution, doivent avoir l'intelligence de leur tâche pour bien comprendre ce qui leur est commandé, et la volonté et le zèle de le bien faire. Exemple, voilà un général qui commande une armée, composée de plusieurs corps d'armée. Il va établir un plan d'ensemble des opérations de l'armée
pour prendre l'Élysée. Et supposez que dans ce plan d'ensemble, il donne à un corps d'armée l'ordre de passer la Seine, d'établir une tête de pont dans les 48 heures. Et c'est à cet ordre que le général de corps d'armée doit obéir sans juger. Mais si le général de corps d'armée a été choisi capable de commander un corps d'armée, on lui laissera décider comment il organisera les opérations de son corps d'armée pour passer la Seine et établir la tête de pont. Et je vous l'assure, l'Élysée sera pris, à la grande joie de nous tous. De même, un directeur d'école qui confie à un professeur capable d'enseigner les mathématiques, il ne va pas lui dire comment il doit les enseigner. Bien sûr, plus un subordonné se trouve à un échelon élevé et avec un secteur important de l'œuvre commune sous sa direction, et plus son domaine d'initiative sera étendu. Mais même avec les éléments les plus subalternes, pour les traiter en hommes, il faut que, dans ce qu'ils ont à faire quelque chose, si limité que ce soit laissé leur initiative pour qu'ils aient le zèle de bien le faire et exercent pour cela leur intelligence et leur volonté. Donc, plus une autorité a la charge d'un domaine étendu, et plus elle doit s'abstenir d'entrer dans les détails d'exécution. Sinon, elle est infernale, cette autorité. Et plus elle doit laisser une certaine autonomie, une certaine initiative à ses subordonnés, en confiant à chacun un secteur plus ou moins important dont il a la pleine responsabilité. Il sait quel est le but commun, quel est le bien commun qu'il faut atteindre. Voilà les moyens. Eh bien, il utilise les moyens, le subordonné utilise les moyens, tout en ayant une certaine initiative. Et c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'aimer son travail. En énonçant le principe de subsidiarité, puisqu'il faut donner le nom, c'est le principe de subsidiarité qu'on trouvait dans les corps intermédiaires, dans les corporations, pardon. Donc, en énonçant le principe de subsidiarité, on affirme que jamais une autorité supérieure ne doit se charger d'une fonction qui peut être remplie par une autorité de rang inférieur. C'est pas de l'orgueil, ça n'a rien à voir ici. Certains pourraient dire, mais qui c'est toi? Tu te dis l'autorité, tu devrais tout faire. Non, absolument pas. Ce que dirige chaque autorité subordonnée constitue alors comme un corps social autonome, membre d'un ensemble plus vaste, et c'est pourquoi cet enseignement est appelé la doctrine des corps intermédiaires, la doctrine corporative, ou encore un certain fédéralisme. Ce qui veut dire que les sociétés intermédiaires sont liées dans l'ensemble qui les fédère. C'est pour ça que l'autorité supérieure, elle doit promouvoir, elle doit entraîner, elle doit coordonner, elle doit contrôler aussi, parce qu'il peut y avoir une initiative qui n'a pas été bonne. Bon. Elle doit donner à chacun sa place dans l'ensemble. Et elle doit évidemment diriger l'ensemble vers le but commun. Mais toujours sans se substituer à chaque autorité subordonnée. On voit donc ainsi pourquoi le totalitarisme est la plus grave des erreurs sur l'autorité. Les erreurs précédentes confondaient l'autorité avec une fonction secondaire, mais qu'elle doit remplir, tandis que le totalitarisme attribue à l'autorité ce qu'elle ne doit pas faire, c'est-à-dire se charger elle-même de toutes les tâches
du moins ce qu'elle ne doit pas faire d'une façon habituelle et durable, car cela peut avoir lieu de manière passagère, soit accidentellement, si la personne chargée d'une tâche indispensable dans l'œuvre commune est subitement défaillante, et si, ne disposant de personne pour la remplacer, immédiatement, l'autorité doit alors se charger elle-même de cette tâche, le temps qu'il faudra pour trouver, et si, ne disposant de personne pour la remplacer immédiatement, l'autorité devra alors se charger elle-même de cette tâche, le temps qu'il faudra pour trouver, et s'il le faut, former quelqu'un à qui la confier. Ou soit à titre éducatif. Si, en circulant comme elle doit le faire pour tout surveiller, l'autorité se charge elle-même, un court moment, d'une tâche d'exécution pour donner l'exemple, encourager, montrer comment faire. Voyez. Donc c'est une erreur grave de prétendre, selon l'expression populaire, que l'autorité doit mettre la main à la pâte. Il y a une conception un peu démocratique là-dedans. Il doit mettre la main à la pâte. Parce que, sauf passagèrement, à titre éducatif, comme on vient de l'indiquer, l'autorité ne doit pas entrer elle-même dans des tâches d'exécution, surtout quand il les a confiées à d'autres. Elle n'est plus, dans ce cas-là, elle va s'absorber dans ces tâches-là, elle ne sera plus disponible pour sa tâche qui est propre, qui est de diriger l'ensemble, et qui réclame, selon une autre expression populaire, d'avoir l'œil à tout. Mais on ne peut pas en même temps avoir l'œil à tout et mettre la main à la pâte. Ce n'est pas possible. Exemple, l'officier qui se battrait au milieu de ses soldats, il ne verrait que l'endroit du champ de bataille où il se trouverait. Et il ne verrait pas l'ensemble de la bataille. Et il ne pourrait donc pas bien diriger son corps d'armée. Il est là, oui, il le dirige, son corps d'armée, mais il n'est pas au milieu des soldats à combattre au même niveau que ces soldats. Son devoir, c'est de se tenir à un poste de commandement, d'où il voit l'ensemble de la bataille, ce qui est évidemment la condition indispensable pour la bien diriger et pour la faire réussir avec le minimum de pertes et d'efforts. Donc l'autorité doit donc avoir l'air de ne rien faire. Le curé, il doit avoir l'air de ne rien faire. En réalité, sa tâche, comportant le souci permanent de la bonne marche de l'ensemble et de l'obtention du bien commun, c'est la plus lourde de toutes. Et c'est celle qui demande, pour être bien remplie, en plus, le plus de dévouement et de don de soi. Alors, tout ceci m'amène à une conclusion que je n'aurai pas le temps de terminer, mais que je continuerai dans un mois. Vous avez le temps de méditer ces 126 pages que je vous ai données. Donc 30 jours, 29 jours, faites le compte, hein, par chaque jour, ça ne fait pas grand-chose. C'est ce que Jean d'Aujas, dans son œuvre, appelle la dégénérescence administrative. Quelles sont les conséquences de la grande erreur, la grave erreur totalitaire, si répandue dans le monde d'aujourd'hui? On a vu que si l'autorité prend en charge toutes les fonctions dans l'œuvre commune, tous les individus sont transformés en purs instruments d'exécution et la vie sociale est une espèce de vaste mécanisme collectif dont les individus sont les rouages. Alors, il n'y a plus de société. Il n'y a plus de société au vrai sens humain donné à ce mot. Et la société, elle a été remplacée par une administration. Et avec Internet, c'est à la puissance
sans. La société est devenue une véritable administration qui fait tout fonctionner par un pur automatisme, conformément aux propos du collectiviste qui s'appelait Saint-Simon, qui n'était pas saint pour dessous, et qui voulait substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses. On ne décide plus, on administre. Et là, il y a une dégénérescence profonde, une dégénérescence administrative de la vie sociale qui prend malheureusement de plus en plus d'extension partout dans le monde contemporain, encore une fois, en grande partie due aussi à Internet. Et nous voyons chaque jour de plus en plus ce cancer de l'administration. On clique, il n'y a plus de contact, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus donner un conseil. Non, c'est... Chaque jour, c'est un véritable cancer de l'administration qui gagne du terrain au détriment de la vie sociale humaine, pour lui substituer son automatisme. Hein, c'est, je crois, Alain Scada, je crois, à l'université d'été de Civitas, qui disait, ben voilà, demain, vous voulez une pizza, ben vous tapez sur votre ordinateur, et vous avez un drone qui arrive, la pizza, hein, par la fenêtre. Il n'y a pas un mot, on ne sait pas qui c'est, un robot, non. Cancer de l'administration qui supprime la vie sociale humaine et qui rend tout le monde fou. Ce qui assure le pur automatisme administratif, faisant fonctionner la société comme une machine. C'est le règlement qui, prescrivant à l'avance tout ce qui est à faire, dans tous les cas, dans les moindres détails, ne laisse place à aucune initiative et réduit ainsi les hommes à l'état de rouage et d'automates, mus en plus par la peur parce qu'il y a une contravention qui est à la clé, n'ayant jamais à se servir de leur intelligence pour juger et de leur volonté pour décider. On tue l'intelligence et la volonté. Donc on tue l'homme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.